Bonsoir à tous, il est 23 h. Parcourons ensemble les titres de ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce lundi avec le président de la Banque ouest-africaine de développement. Serge Ekwe a félicité le chef de l'État pour sa réélection à la magistrature suprême. Il a également évoqué des sujets relatifs aux projets de développement dans plusieurs secteurs d'activité. Il y a 27 ans, jour pour jour, que Félix Houphouët-Boigny nous quittait, l'anniversaire de la disparition du père de la nation ivoirienne a été célébré aujourd'hui à travers des messes à Abidjan, mais aussi à Yamoussoukro. Tous les Ivoiriens ont salué la mémoire d'un homme épris de paix. Et puis, ce lundi, après le vote, l'heure est au dépouillement au Ghana. Les 38 000 bureaux de vote ont fermé à 17 h heure locale. Plus de 17 millions de Ghanéens s'étaient enregistrés auprès de la commission électorale. Celle-ci devrait annoncer les résultats dans 48 heures maximum. Merci de suivre RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé ce lundi avec le tout nouveau président de la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD. Au menu des échanges avec Serge Ekwe, le développement et la diversification des activités de l'institution financière ouest-africaine. Awa Touré. Le nouveau président de la Banque ouest-africaine de développement, Serge Ekwe, reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA. Nommé le 18 août 2020 à la tête de l'institution commune aux États de l'UEMOA, Serge Ekwe, qui accompagnait ses plus proches collaborateurs, est venu présenter son plan d'action au chef de l'État et surtout recueillir ses conseils pour relever les nombreux défis qui l'attendent. J'ai tout d'abord félicité le président de la République pour son élection. J'ai ensuite présenté à mon nom personnel, mais également au nom de l'institution que je préside, les condoléances les plus attristées au chef de l'État pour la perte et le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. J'ai également remercié le chef de l'État d'avoir soutenu ma candidature à la présidence de la Banque ouest-africaine de développement, nomination qui a été proposée par le président de la République du Bénin, le président Patrice Talon, à qui bien évidemment je rends hommage. Nous avons ensuite discuté de sujets relatifs au projet, des sujets relatifs au développement, des sujets relatifs au mode de financement alternatifs, innovants de nos sujets de développement dans la région, de nos projets, que ce soit dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, mais également dans les secteurs qui sont très au cœur du plan national de développement. Il s'agit pour moi de bien cadrer la feuille de route. Il s'agit en toutes circonstances que la Banque ouest-africaine de développement et la République de Côte d'Ivoire, et ensuite entre ma personne et le chef de l'État, nous soyons parfaitement synchronisés. Expert en banque et finance, Serge Ekwe succède à Christian Adovoland, qui a dirigé la Banque ouest-africaine de développement depuis 2011. Agenda chargé ce lundi pour le tout nouveau patron de la BOAD, le béninois Serge Ekwe était à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRBM où il a procédé à l'ouverture du marché. En expert reconnu des marchés financiers et des marchés de capitaux, Serge Ekwe s'est prononcé sur quelques axes de sa politique dans un contexte de pandémie mondiale. Le compte-rendu de Lanciné Bakayoko. Cette visite de travail à la Bourse régionale des valeurs mobilières basée à Abidjan marque la volonté du nouveau président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD de faire du marché financier un instrument essentiel dans la mobilisation des capitaux nécessaires au financement des États de l'UEMOA. Aujourd'hui, une urgence au regard des incidences de la pandémie mondiale sur plusieurs secteurs économiques. Alors, la banque, ça dépasse le cadre de la BRVM. J'aurai l'occasion d'en discuter avec les plus hautes autorités de la République de Côte d'Ivoire. Le sujet du développement, plus que jamais, à l'aune de la pandémie à laquelle nous devons faire face, le rôle de la Banque ouest-africaine de développement, c'est renforcer ses concours, développer ses expertises,
ceci est au top, au sommet de l'agenda qui est le mien et qui est également celui de l'institution que je préside. En signe du partenariat privilégié qu'il entend tisser avec la bourse, le président Serge Ekwe, lui-même pur produit de la finance internationale et des marchés des capitaux, a pu parcourir quelques services stratégiques, notamment le bloc de cotation avec ses 46 sociétés, ou encore la salle de marché où se déroule, entre autres, le traitement des transactions spéciales et les opérations d'acheter-vendu. La banque, vous le savez, est un acteur incontournable pour nous. C'est un acteur majeur. Nous sommes en train de vivre une crise sans précédent. On va sortir de cette crise. Il faut des actions innovantes, des actions fortes pour accélérer maintenant ou redémarrer nos économies. Et je pense aujourd'hui qu'une bonne synergie entre les actions de la BOAD et la BRVM et les marchés de capitaux serait quelque chose de fortement utile pour nos États. La Banque ouest-africaine de développement, institution commune aux 8 pays de l'UEMOA, joue un rôle pivot dans la promotion des économies de la région en aidant à la fois les gouvernements et le secteur privé. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement, une citation de Félix Houphouët-Boigny qui nous a quittés il y a exactement 27 ans. Le tout premier président de la République de Côte d'Ivoire s'en est allé le 7 décembre 1993 à 88 ans. Nanan Boigny, le sage ou encore le bélier de Yamoussoukro, les appellations ne manquaient pas pour qualifier le père de la Côte d'Ivoire moderne. Alexis Ouedraogo. 7 décembre 1993, 7 décembre 2020. 27 ans que le tout premier président de la République de Côte d'Ivoire a tiré sa révérence. Né le 18 octobre 1905 à Yamoussoukro, Félix Houphouët-Boigny a su faire de la Côte d'Ivoire le moteur de la sous-région ouest-africaine durant ses 30 années à la tête du pays. En 1944, sous son inspiration, fut créé le Syndicat agricole africain SAA avec de nombreuses autres figures emblématiques de la lutte coloniale. Les revendications de ce syndicat engendrent l'abolition du travail forcé par la loi Houphouët-Boigny votée sans débat le 5 avril 1946 et promulguée le 11 avril de cette même année. Le 9 avril 1946, Houphouët-Boigny transforme le SAA en Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ce dernier devient lui-même, après le congrès de Bamako, une section territoriale du tout nouveau parti africain, le Rassemblement démocratique africain, d'où le PDCI-RDA. Lorsque la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance mi-août 1960, le sage d'Afrique, autre sobriquet de Félix Houphouët-Boigny, en devient le premier président. Homme de paix, l'on lui doit le célèbre dicton « La paix n'est pas un vain mot mais un comportement ». Cette quête de la paix de Félix Houphouët-Boigny est marquée par 3 signatures, la basilique Notre-Dame de la Paix, le prix international Félix Houphouët-Boigny pour la paix décerné par l'UNESCO, la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. L'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara, aura été son unique Premier ministre de 1990 à 1993. Un 27e anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny, marqué par une messe à la paroisse Saint-Jean de Cocody, une messe à mettre à l'actif du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, en hommage au premier président de notre pays, Éric Gorée. La paroisse Saint-Jean de Cocody n'a pas été choisie au hasard pour célébrer le 27e anniversaire du décès du président Félix Houphouët-Boigny. C'est devenu un rituel pour cette paroisse de rendre hommage à l'illustre disparu chaque année. 27 ans après son décès, l'Église se souvient toujours de Félix Houphouët-Boigny, sa famille également. Celui pour qui nous prions en ce jour, le président Félix Houphouët-Boigny, a œuvré autant que faire se peut à satisfaire ces conditions. En effet, le président Félix Houphouët-Boigny fut un homme de foi et de paix. C'est un jour très important pour nous, membres de la famille, et nous souhaitons que de l'endroit où il se trouve, il prie pour la Côte d'Ivoire, pour la paix, pour que la paix soit en Côte d'Ivoire. C'est l'élément essentiel dans ce jour anniversaire, que la paix soit sur la Côte d'Ivoire. En plus de l'Église et de sa famille, ses héritiers politiques pensent à lui.
L'initiative de cet hommage est du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Nous sommes donc un parti oufouettiste et en toute évidence, nous sommes donc tous habités par ces vertus de paix, de dialogue et de tolérance. Il était donc normal qu'aujourd'hui, en ce jour anniversaire de son décès, que nous venions donc à l'église pour faire valoir la spiritualité. Parce qu'au-delà de tout, c'est la spiritualité qui nous guide et qui nous renforce et qui nous permet de surmonter toutes les épreuves. Le 7 décembre 1993 est une date devenue célèbre et historique pour la Côte d'Ivoire. Car cette Côte d'Ivoire a enregistré en ce jour-là le décès de son premier président de la République. Le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, quittait ainsi le monde des vivants pour l'au-delà. Commémoration également à Yamoussoukro pour le 27e anniversaire du décès du père fondateur de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny. Une occasion pour la fondation qui porte son nom de prier pour le repos de l'âme du premier président. En la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, une messe pour entretenir le souvenir du défunt père fondateur de la nation a été dite. Des prières ont également été formulées pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes à Yamoussoukro et nous y restons où le ministre du Budget et du Portefeuille était de nouveau devant le Sénat. Moussa Sanogo a présenté 2 projets de loi de finances portant règlement pour l'année 2019 et rectificative du budget de l'État pour l'année 2020. Des projets de loi examinés par des sénateurs de la Commission des affaires économiques et financières et ensuite validés à l'unanimité. Kader Sogodogo. La loi de finances portant règlement pour l'année 2019 et la loi de finances rectificative portant budget de l'État pour l'année 2020. 2 projets de loi au Sénat. Les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières passent à la loupe la gestion de l'État. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, émissaire du président de la République, après un passage réussi devant les députés, est à l'épreuve du Sénat. L'exécution du budget de l'État a été marquée par plusieurs facteurs, notamment le besoin d'accélérer les actions de l'État en faveur des populations les plus défavorisées, avec la mise en place du PS-Gouv. Aussi, des aménagements du budget ont-ils été opérés en ressources et en dépenses après le vote de la loi des finances, afin de prendre en compte les évolutions observées au niveau de certaines recettes fiscales et de certaines dépenses de l'État, tels que le service complémentaire généré par les opérations d'émission de titres publics sur les marchés monétaires et financiers, la subvention au secteur de l'électricité, l'accroissement de certaines dépenses sociales, ainsi que du niveau d'exécution de certains projets. L'année 2019 enregistre un excédent de plus de 64 milliards de francs CFA pour un budget précis de 7 726 milliards 503 851 850 francs CFA. Le projet de loi rectifiant le budget 2020 a enregistré 2 plans arrêtés par le gouvernement pour faire face à la Covid-19. Un plan de riposte de 95,9 milliards de francs CFA et un plan de soutien de 1 700 milliards de francs CFA. Au final, c'est à l'unanimité que les sénateurs adoptent les 2 projets de loi. Nous avons pris connaissance du rapport de la Cour des comptes qui a établi déjà, qui a examiné les comptes de l'État sur cette base. Et le Parlement ne fait qu'entériner ce que la Cour des comptes, qui est l'œil du Parlement, pour permettre d'avoir une idée et d'approuver ce que l'État a exécuté au titre de cette année 2019. Vu le résultat excédentaire de 64 milliards qui s'est dégagé pour la gestion de 2019, je pense sincèrement que l'État a bien exécuté le budget de 2019. Compte soldé donc pour le gouvernement pour sa gestion financière au titre de l'année 2019. On parle maintenant des 13e et 14e sessions extraordinaires de la session des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Les participants ont planché sur les notions de paix, de sécurité et de développement, en l'occurrence sur la thématique « Faire taire les armes ». Des recommandations ont été faites par les ministres du commerce de l'Union africaine. Un accent particulier a été mis sur la mutualisation des efforts pour éradiquer la violence sous toutes ses formes sur le continent. Le compte rendu, Nabou Sanogo.
C'est par visioconférence que se sont tenues les 13e et 14e sessions extraordinaires de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale africaine, en abrégé ZLICAF. Des réflexions pour approuver tous les instruments nécessaires au lancement des échanges dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Un autre point saillant de cette rencontre, l'adoption de la décision établissant la politique et la base juridique pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de la ZLICAF le 1er janvier 2021, conformément aux listes de concessions tarifaires, aux règles d'origine et aux programmes intégrés convenus sur le commerce des marchandises et le commerce des services. La Côte d'Ivoire était représentée par son ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarsouba. La Côte d'Ivoire a déposé ses instruments de ratification de l'accord de la ZLECAF et a transmis ses offres tarifaires, aussi bien au niveau des marchandises que des services, à la CEDEAO. Mon pays, la Côte d'Ivoire, qui attache un intérêt tout particulier à l'intégration africaine et notamment à l'ouverture du vaste marché africain, ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre effective de la ZLECAF. La 14e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine était consacrée à l'initiative Faire taire les armes en Afrique, un projet phare de l'Union africaine qui repose sur l'engagement politique des États membres à prendre des mesures décisives pour mettre fin aux conflits et crises en Afrique. Mon pays fait également sienne les recommandations faites au cours de cette section et réitère sa volonté de préserver la paix, la sécurité et la stabilité à l'intérieur de ses frontières. À cet effet, il s'engage à œuvrer et pour toujours à faire taire les armes afin d'être en mesure de conduire son peuple vers une paix durable et un développement économique et social inclusif. Ce sommet extraordinaire sur Faire taire les armes en Afrique s'inscrit dans le cadre des réalisations importantes dans la promotion et la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité, ainsi que dans le renforcement de la bonne gouvernance et des possibilités de développement sur le continent. Ouverture ce lundi à Abidjan de la 6e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour la commission de l'UEMOA de passer en revue le processus d'intégration dans les 8 pays membres. Pour la Côte d'Ivoire, 116 réformes, dont 3 nouveaux textes étaient au cœur des discussions. Les précisions de Jean-Jacques Kwame. La 6e réunion annuelle de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA en Côte d'Ivoire est consacrée à l'évaluation de plus de 116 tests réglementaires et de 16 projets communautaires pour un montant d'environ 64 milliards de francs CFA. La revue permet d'identifier et d'anticiper les facteurs pouvant constituer un goulot d'étranglement ou d'atténuer l'efficacité des réformes et projets communautaires. En outre, elle contribue favorablement à l'amélioration des législations nationales, à la coordination des politiques sectorielles nationales et à la bonne exécution des projets et programmes communautaires. La revue réalisée en 2019 a permis de noter des avancées significatives en matière de transposition et d'application des réformes communautaires. Les performances enregistrées par la Côte d'Ivoire révèlent un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 80% en 2019 contre 69% en 2018. Concernant les programmes et projets, les 16 projets ayant fait l'objet de la revue en 2019 ont été reconduits pour l'édition 2020. J'invite donc les experts sectoriels à une participation active aux travaux de la présente revue en fournissant à la commission de l'UEMOA toutes les informations requises pour une évaluation juste et crédible. La revue annuelle de l'UEMOA a été instituée en 2013. Objectif, favoriser l'accélération de l'application des réformes pour une meilleure intégration des 8 pays membres de l'Union. Autre chose à présent, le ministre de la Communication, Sidiki Mokotouré, a présidé ce lundi une rencontre des acteurs du secteur de la communication publicitaire. La rencontre a porté sur l'appropriation de la nouvelle loi portant organisation juridique du dit secteur, c'est-à-dire la loi numéro 2020-522 du 16 juin 2020. La rencontre a permis à tous les acteurs d'échanger et de comprendre les subtilités de cette loi qui se décline en droit et en obligation. Les acteurs qui devront également s'impliquer
s'imprégner des méthodes de contrôle et de médiation du nouveau régulateur qu'est l'ACP, entendez par là l'autorité de communication publicitaire. On en parle avec Franco Quadio. Elle est désormais publiée au journal officiel de la République. La loi numéro 2020-522 du 16 juin 2020 porte un régime juridique de la communication publicitaire. Selon les opérateurs du secteur, c'est une réponse à quelques insuffisances relevées par les dispositifs juridiques précédents. Les afficheurs ont deux interlocuteurs principaux, c'est-à-dire d'un côté les mairies, de l'autre côté et d'un autre côté le CSP. Il y avait une nécessité d'harmoniser la façon de travailler. Et très souvent, il y avait un problème de collusion entre ces deux entités-là. Un texte de loi comportant 121 articles et 9 chapitres, mais pour une meilleure appropriation de ce texte de loi par tous les acteurs, une session de réflexion et d'échange est suscitée. Il y a une nouvelle définition des métiers, des différents métiers du secteur de la communication publicitaire. Deuxièmement, la loi vient renforcer les pouvoirs de l'autorité parce qu'avant on avait un conseil. Aujourd'hui on a une autorité administrative indépendante, donc avec plus d'autonomie d'action. Et le fait de renforcer les pouvoirs de la brigade de la communication publicitaire va nous permettre de mieux travailler sur le terrain. Il est constant que nul n'est censé ignorer la loi. Mais pour qu'elle soit correctement appliquée, il faut au préalable en être imprégné de manière éclairée. Aussi, il convient de faire observer qu'un intervenant du secteur bien formé et instruit de ses droits et obligations améliore assurément les rapports entre les acteurs et se positionne comme une garantie pour l'exercice de façon professionnelle. Pour le ministre de tutelle Sidiki Moko Touré, la nouvelle loi vient de plus affiner la volonté institutionnelle d'accompagner le secteur de la communication publicitaire. À titre de rappel, ce travail d'assainissement nous a permis de parvenir à une réorganisation de l'affichage publicitaire dans tout le district d'Abidjan, et cela est en cours. Au total, ce sont 1600 panneaux publicitaires routiers qui ont été démantelés à ce jour. L'opération se poursuit et s'étendra à l'intérieur du pays. Une rencontre pour mieux adapter leurs préoccupations à la nouvelle loi, secteur de la communication publicitaire, l'audiovisuel et les collectivités, tous se disent concernés. Nous partons de façon équitable et je dirais que nous trouverons notre salut si et seulement si ces lois s'appliquent à toutes les autres régies, qu'elles soient nationales ou internationales. Bon, ça vient réparer, ça vient faciliter parce que je pense que toutes les collectivités on aura les mêmes informations parce que j'ai l'impression qu'on se marche un peu là-dessus. Au cours de la séance, plusieurs panels pour affiner les points d'incompréhension et les différents corps de métiers tels les agences, conseils, éditeurs entre autres, appelés à rééditer ce type d'atelier d'imprégnation en interne. Un pas de plus vers un secteur de la publicité plus assaini pour la Côte d'Ivoire. Et enfin maintenant le point de la situation de la Covid-19 dans quelques instants. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 7 décembre 2020 22 nouveaux cas de Covid-19 sur 838 échantillons prélevés, soit 2,6% de cas positifs, 41 guéris et 0 décès. À la date du 7 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 507 cas confirmés, dont 21 150 personnes guéries, 132 décès et 225 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 226 237. Et le point bimensuel a été fait ce lundi par le docteur Edith Kwasi. Du lundi 23 novembre au dimanche 6 décembre, l'on a enregistré un peu plus de 300 nouveaux cas de Covid-19, 311 nouvelles guérisons et un décès. Plus de détails avec Grace Kondo. Les données de la quinzaine écoulée du point de la maladie à coronavirus Covid-19 se présentent comme suit. 347 nouveaux cas de Covid-19. Le taux de positivité se situait entre 0,7 et 3,2%. 311 nouvelles guérisons portant le nombre total de personnes déclarées guéries à 21 109, soit 98,45% des cas de Covid-19 enregistrés depuis lors. Un décès malheureusement a été notifié, portant le nombre total de décès de Covid-19 à 132, soit 0,61% des cas. 244, le nombre de cas encore actifs,
soit 1,13% du nombre total des cas confirmés. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le point de la pandémie en Côte d'Ivoire reste caractérisé par une tendance générale à la baisse. On note une baisse du taux de positivité à 2,29 en moyenne. Il demeure toujours en dessous de 5%. Le taux de guérison reste toujours stable autour de 99%. Il en est de même pour la létalité en dessous de 1% des cas. Au plan sécuritaire, les actions de sensibilisation et de contrôle se poursuivent sur le terrain. Au total, 573 établissements composés de maquis, bars, boîtes de nuit, restaurants et hôtels ont été visités. Pour éviter une recrudescence de la pandémie, des recommandations sont faites. À l'endroit de nos braves forces de défense et de sécurité, voudrions recommander, au nom de messieurs les ministres en charge de la défense et de la sécurité, vigilance et rigueur constante dans l'exécution du plan de riposte sécuritaire en vigueur. Interpeller au besoin tous ceux et toutes celles qui, en cette période sensible de fin d'année, ne respecteraient pas les mesures minimales de port de masque dans les lieux recevant du public, notamment les surfaces commerciales, les maquis, restaurants, bars, boîtes de nuit, hôtels, cinémas et salles de spectacle ou de rassemblement public. Pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le respect des mesures barrières reste le seul moyen efficace de lutte contre la COVID-19. Dans l'actualité hors de chez nous, au Ghana, plus de 17 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes pour élire le prochain président de la République. Repartis dans 38 000 bureaux de vote, les électeurs ont accompli leur devoir civique dans le calme et la discipline de façon générale sur l'ensemble du territoire. 12 candidats sont en lice avec 2 poids lourds, dont le président sortant, Nana Akufo-Addo, et le leader de l'opposition, John Dramani Mahama. Le déroulement des opérations de vote avec nos envoyés spéciaux à Accra, Michel Digré et Barnabé Conan. Scrutin présidentiel au Ghana ce lundi 7 décembre, il est un peu plus de 8 heures du matin. Dans ce centre de vote au quartier Legon, l'opération censée débuter à 7 heures accuse un retard. Les agents de la commission électorale appellent à la patience. Le dispositif de vote est mis en place. Les urnes scellées en vert par la commission électorale et en bleu par les représentants des partis politiques. Il est 8h45. Le vote peut commencer. Je suis la première personne à voter car ce centre de vote porte le nom de mon église. J'ai fait une prière pour un processus électoral apaisé et je crois que Dieu nous donnera la paix. À quelques encablures de là, d'autres électeurs votent dans la sérénité et le calme. Pour le moment, le vote se déroule bien. Il y a déjà la paix au Ghana et je voudrais que cette paix soit maintenue. Pendant ce temps, les 2 poids lourds de cette présidentielle accomplissent leur devoir civique dans leur région d'origine. Le peuple ghanéen est mature et civilisé. Nous l'avons déjà prouvé dans le passé que nous avons des valeurs démocratiques très enracinées et je ne suis pas surpris que le processus se déroule de façon paisible sur le territoire. Tout se passe généralement bien. Pour l'heure, je ne peux pas me prononcer sur le résultat. Il faut attendre la fin du vote. Dans tout le pays, jeunes et vieillards, personnes en situation de handicap, tous ont tenu à ce que leur voix compte au décompte final. Je veux voter le président et le député de mon choix. Le vote est très important pour moi car je suis membre de partis politiques depuis longtemps. Je veux que les autorités fassent beaucoup de choses pour le Ghana. 12 candidats, dont 3 femmes, sont en course pour le fauteuil présidentiel. Cette élection couplée est également l'occasion pour les Ghanéens de renouveler leur parlement. 275 sièges sont à pourvoir, mais peu importe l'enjeu, le plus important sera certainement pour les Ghanéens la préservation des acquis démocratiques du pays.
Merci Michel Digré. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, le dépouillement des bulletins de vote a démarré juste après la fermeture des bureaux de vote. La présidente de la commission électorale du Ghana a déclaré que son institution mettra tout en œuvre pour proclamer les résultats dans un délai maximum de 2 jours. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. N'oubliez pas demain le 6h30 avec Régis Kofi dans Matin Bonheur. Agréable soirée à tous sur RTI1.